Chapitre 38 Psychologie masculine et psychologie féminine. Nous avons dit au début de ce chapitre qu'il est possible de déduire des structures de la mythologie du sexe les principes généraux d'une psychologie de l'homme et de la femme. Psychologie non empirique mais déductive et normative, qui considère les traits morphologiques fondamentaux de la nature la plus profonde, du psychisme et du comportement des individus des deux sexes, au-delà de toute variation, modulation ou distorsion possible due à des facteurs accidentels et environnementaux. Nous ferons maintenant une rapide et sommaire exploration dans ce domaine particulier, ce qui a déjà été recueilli étant suffisant pour s'orienter à ce sujet, même dans la perspective d'une recherche beaucoup plus vaste que celle qui rentre dans l'économie de notre ouvrage. On sait que les théologiens catholiques se demandèrent jusqu'à une période relativement récente si la femme avait une âme. À ce qu'il semble, ce fut Augustin qui déclara que Mulier facta non est imaginem Dei. Et en 1555, on discuta encore la thèse Mulieres homines non sunt, qui signifie les femmes ne seraient pas de véritables êtres humains, mais appartiendraient à une autre espèce. On retrouve des questionnements analogues en islam, tandis que la tradition extrême orientale enseigne que la terre pure, le paradis occidental, serait privée de femmes, celles dignes d'y être accueillies ayant dû préalablement renaître en tant qu'hommes. Chose qui équivaut plus ou moins à la question discutée au concile de Mâcon pour savoir si au jour de la résurrection de la chair, les femmes méritantes, avant d'entrer dans le royaume des cieux, ne doivent pas être changées en hommes. Il y a une certaine correspondance entre des idées de ce genre et celles exposées par Platon dans le Timée, où il est dit que par suite d'une régression, d'une identification de son principe spirituel à l'élément sensible et sensuel, un homme, au lieu de faire retour à l'être ouranien dont il procéda, peut réapparaître sur la terre en tant que femme. Il faut voir dans tout cela plus qu'une simple extravagance ne valant qu'à titre de curiosité historique. De nos jours encore, un Otto Weininger a repris des idées analogues dans son intéressante application de la philosophie transcendantale de Kant à la psychologie des sexes. Les principes que nous avons exposés au chapitre précédent peuvent servir à éclaircir le problème. En tant qu'elle reflète l'essence de l'éternel féminin, chaque femme appartient ontologiquement à la nature au sens le plus vaste, cosmique et non simplement matériel du terme. En tant qu'il incarne le principe opposé, en chaque homme est virtuellement présent avec la nature, ce qui transcende la nature, ce qui est supérieur et antérieur à la dyade. On n'exprime rien d'autre lorsqu'on dit qu'il manque une âme à la femme, mais la formulation évidemment prête à équivoque. En effet, si l'on entend le mot âme au sens originel de psyché, de principe de vie, on devrait dire non seulement que la femme a une âme, mais qu'elle est éminemment âme. Ce qu'elle n'a pas par nature, si elle est femme en tout et pour tout, si elle est femme absolue, ou encore dans ce qui en elle est femme et non homme, ce n'est pas l'âme, mais l'esprit. Il faut entendre ici par esprit le principe surnaturel. Et la théologie catholique se réfère à ce principe lorsqu'elle parle de l'âme et lorsqu'elle soutient qu'à la différence de la femme, l'homme est fait à l'image de Dieu. On a pu écrire, ouvrez les guillemets, l'esprit est en nous le principe masculin, la sensualité, le principe féminin. Fermez les guillemets. Nous reviendrons sur la sensualité. Pour l'instant, on peut affirmer que la femme est partie intégrante de la nature. Métaphysiquement, elle est une manifestation du principe de la nature. Et elle affirme la nature, tandis que chez l'homme, l'être né dans l'espèce humaine va tendanciellement au-delà de la nature. Weininger semble être plus radical puisqu'il n'affirme pas seulement que la femme n'a pas d'âme, mais qu'elle n'a ni moi ni être, soutenant qu'on est homme ou femme selon qu'on possède l'être ou qu'on en est privé. Tout cela ne revêt qu'un caractère misogyne, provocateur et paradoxal, que par suite d'une autre équivoque terminologique.
De fait, lorsque Weininger parle du moi, il a en vue comme Kant non le moi psychologique, mais le moi nouménique ou transcendantal, qui excède tout l'univers phénoménal. En termes métaphysiques, on dirait toute la manifestation comme l'atma indien. Et lorsqu'il parle de l'être, il entend l'être absolu, en comparaison duquel toute la réalité naturelle et empirique, pour Parménide non moins que pour le Vedanta, est non-être. Que l'homme, n'importe quel homme, possède de fait et en acte ce moi et cet être, c'est une autre question. On peut même dire que pratiquement la très grande majorité des hommes donne l'impression de ne pas posséder ce principe. Mais le fait que l'homme ontologiquement soit relié à ce principe, éventuellement au-delà de toute conscience claire, le fait que ce soit le ciel, comme dirait la tradition extrême orientale, qui produise les hommes, tout cela est déterminant dans l'optique de la psychologie masculine et des possibilités offertes, en principe, à l'homme en tant que tel, qu'il en fasse ou non usage. Non seulement la femme absolue ne possède pas ce moi, mais elle ne saurait pas non plus qu'en faire. Elle ne sait même pas le concevoir. La présence de ce moi agirait de manière extrêmement perturbatrice sur toute manifestation authentique de sa nature la plus profonde. Cependant, un tel status ontologique n'enlève rien à ce que les femmes, à certaines époques et singulièrement à l'époque actuelle, peuvent élire comme objet de leurs revendications erronées. Une femme peut se construire tout aussi bien qu'un homme un moi intellectuel et pratique au sens courant, à titre de stratification juxtaposée à sa nature la plus profonde. En dehors de ce qui peut dériver d'un choix de ce genre, il faut rappeler que dans des civilisations différentes de la civilisation moderne, la naturalité, l'être nature, de la femme ne lui a pas interdit au demeurant l'accès à des fonctions de caractère sacré, dont nous parlerons plus loin. Fonctions répondant à des vocations beaucoup plus intéressantes que celles pour lesquelles les féministes occidentales se sont tant agitées. En parlant des mystères de la mer, nous avons toutefois souligné qu'ils ne dépassent pas la limite cosmique. Prendre conscience de ce point fondamental de l'ontologie des sexes n'est pas chose aisée aujourd'hui. La vérité, c'est que de nos jours, on n'a plus la moindre idée de ce qui est vraiment surnaturel, et que, phénomène concomitant, le type de l'homme absolu a pratiquement disparu. Bien clair en d'autres temps, certaines délimitations sont devenues aujourd'hui, par involution, extrêmement floues. Le symbolisme des eaux et de l'instabilité lunaire, symbolisme qui entretient, on l'a vu, une relation essentielle avec l'archétype féminin, fournit aussi la clé de la psychologie la plus élémentaire de la femme. Mais il faut bien mettre en relief un point fondamental d'ordre général. Les caractéristiques dont nous parlerons ci-dessous et dans la suite ne concernent pas la personne en tant que telle. Ce ne sont pas des qualités du caractère ou des qualités morales présentées par tel ou tel individu féminin. Il s'agit au contraire d'éléments objectifs en acte chez les individus de manière aussi impersonnelle que les propriétés chimiques d'une substance donnée. Ce qui agit de façon plus ou moins précise et constante, c'est effectivement une nature propre, au sujet de laquelle, nous tenons à le dire sans tarder, il serait privé de sens de formuler des jugements de valeur, d'affirmer que cela est bon et ceci est mauvais. Ceci posé, il serait banal de s'arrêter sur la versatilité, l'instabilité et l'inconstance du tempérament féminin, et du tempérament masculin chaque fois que l'homme a quelque chose de féminin en lui, en tant qu'effet de la nature humide, aqueuse et lunaire de la femme. Cette déduction existentielle fut encore connue de certains auteurs médiévaux. Ainsi, Cecco d'Ascoli donne l'explication suivante du manque de fermeté chez la femme, de son aller et venir, çà et là, et comme le vent. Chacune est naturellement humide, et l'humide ne conserve pas la forme. Le même auteur attribue aussi à la même cause un autre trait féminin dont nous parlerons sous peu. La mauvaise foi est en elle par nature. Au demeurant, on peut ici faire également référence à la nature de l'émotivité et à la prédominance dans la psychologie féminine de la part émotive, laquelle représente des caractères passifs, lunaires et discontinus. Cela a pour contrepartie physiologique la grande mutabilité de l'expression féminine, qui est toutefois superficielle. C'est la mutabilité d'un masque
sans arrière-plan profond, qui serait d'ailleurs impossible. Il s'agit pratiquement d'ondes superficielles mobiles sans incidence sur la physionomie, contrairement à ce qui arrive avec le masque masculin. Il y a là mobilité plutôt que véritable expressivité caractérologique en rapport avec une plus grande émotivité neuromusculaire. Il suffit de penser au rougissement et au sourire des femmes. C'est aussi pour cette raison que l'art où les femmes excellent le plus est le théâtre, et qu'il y a toujours dans tout acteur quelque chose de féminin. Dans un contexte plus vaste, il faut envisager ce qui dérive pour la femme du fait qu'elle reflète le féminin cosmique à la façon dont une matière, ce féminin, reçoit une forme, cette femme, qui lui est extérieure, qu'elle ne produit pas de l'intérieur. Cela a pour conséquence sur le plan psychologique humain la grande plasticité, la grande crédulité, l'adaptabilité et la tendance à se laisser suggestionner qui sont typiques du psychisme féminin, ainsi que l'attitude féminine consistant à accepter et à assimiler des idées et des formes venues de l'extérieur avec une éventuelle rigidité subséquente due précisément au caractère passif de l'assimilation. Une qualité, celle-là susceptible de se manifester aussi sous la forme du conservatisme et du conformisme. Ainsi s'explique l'opposition apparente entre d'une part le caractère changeant de la nature féminine et d'autre part le fait que sociologiquement la femme exprime essentiellement des tendances néophobes et conservatrices. Tout cela trouve son pendant dans le domaine du mythe, puisque ce sont généralement des figures féminines de type démétrien ou tellurique qui ont été choisies pour représenter les entités gardiennes et vengeresses de la coutume et de la loi du sang et de la terre, non de la loi uranienne. Mais cette situation se reproduit aussi sur le plan biologique. Darwin avait déjà remarqué que la femelle tend à conserver le type moyen de l'espèce et à ramener à ce type le mâle ayant au contraire un pouvoir plus grand de variation physio-anatomique. Nous sommes ici en présence de types opposés de mutabilité. L'un féminin procède du principe matériel et plastique et a pour contrepartie la force d'inertie, la fixité statique, une fois que la matière a été informée. Aspect démétrien du féminin opposé à l'aspect aphrodisien. L'autre, masculin, dépend du principe séminal, créateur, d'un principe d'activité au sens propre et libre. La contradiction entre les deux aspects de la nature féminine, versatilité et inconstance d'une part, conservatisme de l'autre, n'est donc qu'apparente. Weininger est peut-être le seul auteur à s'être élevé en fait de psychologie des sexes au-dessus du plan des constatations banales des écrivains modernes qui ont abordé le sujet. Nous pouvons donc nous référer de nouveau à lui pour étudier quelques autres points essentiels. Weininger a tout d'abord établi une relation organique entre la mémoire, la logique et l'éthique sur la base du rapport que tous trois entretiennent avec le moi transcendantal. Cela concerne essentiellement la structure du psychisme de l'homme absolu. L'être tend à conserver son unité dans le monde du devenir. Sur le plan psychologique, cela se manifeste dans la mémoire, laquelle, sous la forme d'une fonction synthétique, s'oppose à la dispersion de la conscience dans la multiplicité fluide et instantanée de ses propres contenus. Sur le plan intellectuel, la même tendance se traduit dans la logique, qui a pour fondement le principe d'identité A égale A, et pour idéal la réduction de la diversité à l'unité. Il s'ensuit que la mémoire et la logique ont une valeur éthique normative, parce qu'elles expriment la résistance de l'être, son effort pour se tenir debout, identique à soi, et pour se réaffirmer dans le courant des phénomènes intérieurs et extérieurs. Selon Weininger, il n'y aurait chez la femme absolue, privée d'être, ni mémoire, ni logique, ni éthique. Elle ne connaîtrait ni impératif logique, ni impératif éthique. Elle ignorerait aussi la détermination, le décrétisme et la rigueur de la pure fonction intellectuelle du jugement, laquelle aurait un caractère expressément masculin. Tout cela doit être corrigé par quelques précisions. Bergson a fait remarquer l'existence de deux formes de mémoire, l'une
vitale associée à la durée, donc à l'écoulement de l'expérience vécue. C'est la mémoire qui se rattache aussi au subconscient, de sorte qu'à certains moments des souvenirs très anciens remontent à l'improviste et involontairement tout le contenu d'une existence, pouvant même se représenter instantanément dans les situations où il y a danger de mort. De l'autre, déterminée, organisée et dominée par la partie intellectuelle de l'être. C'est cette seconde mémoire qui fait défaut à la femme, en raison de la nature fluide et lunaire de celle-ci. Mais chez la femme, la première mémoire peut être plus forte que chez l'homme. Celle-ci, cependant, manque de signification éthique, car elle procède non de la présence, mais de l'absence d'un moi transcendantal. En ce qui concerne la logique, il ne faut pas oublier qu'elle peut présenter deux formes. Il ne s'agit pas ici de la logique courante que la femme à l'occasion sait utiliser instrumentalement, avec une habileté et une subtilité indéniables, bien qu'elle en fasse un usage non frontal, mais polémique et fuyant, un usage de guérilla, proche de la sophistique. Il s'agit au contraire de la logique en tant qu'expression d'un amour de la vérité pure et de la cohérence intérieure, logique qui mène à une forme de pensée rigoureuse et impersonnelle, constituant pour l'homme absolu une espèce d'impératif intérieur. La femme est pratiquement incapable de cette logique, car celle-ci ne l'intéresse pas. Cette logique a pour succédané chez la femme l'intuition et la sensibilité, des traits liés à l'élément fluide de la vie, à son aspect yin, par opposition aux formes précises, fermes, claires, apolliniennes, mais aussi souvent arides, du vous et du logos, du principe intellectuel masculin. L'affirmation de Weininger selon laquelle la femme absolue ignore l'impératif éthique conserve une validité plus grande. L'éthique au sens catégorique en tant que loi intérieure pure, détachée de toute référence empirique, eudémoniste, sensible, sentimentale et personnelle, la femme en tant que femme l'ignorera toujours. Tout ce qui peut avoir chez une femme un caractère éthique est indissociable de l'instinct, du sentiment et de la sexualité, de la vie. Tout cela est sans relation avec l'être pur et présente donc presque toujours un aspect naturaliste ou bien est sublimation d'un contenu naturaliste, comme nous le verrons en parlant de l'éthique traditionnelle de la mère et de l'amante. Pour tout le reste, il n'y a pas lieu de parler d'éthique, mais au mieux de moralité. Il s'agit chez la femme de quelque chose de superficiel, reçu du monde masculin, souvent d'un simple conformisme. C'est ce qu'il faut penser par exemple des idées féminines sur l'honneur et la vertu, et de nombreuses autres idées de l'éthique sociale, qui n'est pas éthique véritable mais simple coutume. On a déjà parlé de la femme démétrienne comme gardienne de la coutume. La femme peut aussi apprécier chez l'homme certaines qualités ayant une valeur éthique. Rarement la justice, mais souvent l'héroïsme, la force de décider, de commander, et même dans certains cas, une disposition ascétique. Toutefois, ce serait voir les choses très superficiellement que de ne pas se rendre compte que la reconnaissance féminine ne repose pas sur l'élément éthique intrinsèque à ses comportements, mais plutôt sur quelque chose en eux qui se traduit dans des qualités sexuellement attirantes chez tel ou tel homme. En d'autres termes, ces qualités ne parlent pas à l'éthicité, mais à la sexualité de la femme. Que la fausseté soit un trait essentiel de la nature féminine, c'est ce que la sagesse populaire a reconnu partout et toujours. Ce trait, Weininger l'explique également par l'absence chez la femme absolue de l'être. En effet, on peut y voir une disposition qui est une conséquence possible et particulière de l'instabilité existentielle de la femme, instabilité reflétant celle de la materia prima, laquelle est, selon Platon et Aristote, le principe de l'altérité, du non-identique, de l'altération et de la déclination. Weininger remarque que rien n'est plus déconcertant pour l'homme que le fait de constater, lorsqu'il demande à une femme surprise en train de mentir « Pourquoi mens-tu ?» que celle-ci ne comprend pas la question, reste étonnée ou cherche à le tranquilliser en souriant, ou bien encore éclate en sanglots. Cela signifie que la femme ne saisit pas l'aspect éthique transcendantal du mensonge, ce en quoi il représente une lésion de l'être, et ce pourquoi il peut constituer, comme le reconnut l'Iran ancien, une faute plus grave encore que le meurtre.
Déduire ce trait de la nature féminine de facteurs sociologiques est une sottise. Pour certains, le mensonge aurait été l'arme naturelle utilisée par le plus faible, donc aussi par la femme, dans une société où elle a été soumise à l'homme pendant des siècles. La vérité, c'est que la femme purement féminine a tendance à mentir et à se présenter pour ce qu'elle n'est pas, même quand cela ne lui sert de rien. Il ne s'agit pas là d'une deuxième nature acquise socialement dans la lutte pour l'existence, mais de quelque chose qui est lié à sa nature la plus profonde et la plus typique. De même que la femme absolue ne perçoit pas vraiment le mensonge comme une faute. Ainsi, pour la femme féminine, contrairement à l'homme, le mensonge n'est pas une faute, n'est pas un fléchissement intérieur, ni un manquement à sa propre loi existentielle. C'est une contrepartie éventuelle de sa plasticité et de sa fluidité. Aussi bien peut-on comprendre parfaitement un type de femme comme celui dont Barbey d'Aurevilly a dit, ouvrez les guillemets, « Elle pratiquait le mensonge au point d'en faire une vérité tant elle était simple et naturelle, sans effort et sans affectation. » Fermez les guillemets. Il est absurde de juger la femme à l'aune des valeurs de l'homme absolu, même lorsque, faisant violence à elle-même, elle feint de l'imiter et croit même sincèrement l'imiter.